Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Alors pour tous ceux qui pensent que je vais parler de Charlie Kick, comme tous ces youtubeurs opportunistes qui font les sujets qui font le plus de buzz, non les amis, non, détrompez-vous, commencez à connaître la chaîne. Nous on va parler plutôt d'autre chose, de la déclaration des agents du Mossad israélien qui ont été arrêtés par la police américaine le 11 septembre 2001. Ça, pour moi, vous le pensez bien, c'est du sujet bien plus croustillant. Après avoir été surpris en train de manifester leur joie lors des attaques contre les tours jumelles. En 2008, Éric Laurent, journaliste français expert en politique internationale, avait publié un ouvrage dans lequel il affirme détenir des preuves impliquant Israël dans les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Je vous l'ai dit les amis, moi c'est du sucré salé que je vous envoie. Je le fais pas pour le buzz. Alors je compte sur vous les amis, parce que vous pensez bien que YouTube va pas aimer, mais pas aimer du tout ce sujet. Likez-moi un max cette vidéo. Les services secrets israéliens avaient été au courant, et s'ils avaient laissé faire, parce que ça a aidé leur cause. Je dis simplement, et c'est un fait avéré, qu'il y avait en effet 60 Israéliens qui étaient logés, comme on dit en termes de métier, juste à proximité, donc des terroristes du 11 septembre. Ou terroristes dans plusieurs endroits, en Floride, aux endroits où les soi-disant terroristes étaient censés en effet s'entraîner. Et la chose très troublante, c'est que la CIA, le FBI les ont arrêtés, les ont interrogés, ont eu la preuve en effet qu'il s'agissait d'agents du Mossad. Et la chose tout à fait étonnante là aussi, c'est qu'il y a l'épisode, je dirais, qui a été repris dans toute la presse israélienne, juste au moment où les tours s'effondrent. Et ça c'est quand même tout à fait étonnant. Au moment où les tours s'effondrent, il y a une femme qui est en train de regarder le spectacle de cette tragédie et qui voit trois jeunes hommes qui sont en train de sauter de joie assis sur le toit d'un bâtiment. Elle avertit la police, devant évidemment leur attitude extrêmement suspecte, et en effet la police les arrête et ils sont quatre à l'intérieur. Et on découvre qu'ils sont israéliens et l'un d'eux dit d'ailleurs écoutez, nous ne sommes pas votre problème, vos problèmes sont vos problèmes et vos problèmes sont les Palestiniens. La CIA et les services de contre-espionnage les interrogent, on les met en prison, etc. Et on s'aperçoit que ce sont des agents du Mossad travaillant sous couverture pour une société qui s'appelle Urban Moving et qui est une société chargée de surveiller les islamistes radicaux. Bon, voilà. Et quand ils reviendront donc en Israël, la presse israélienne sera la première à s'indigner de leur comportement en disant que c'est un comportement absolument choquant, car on retrouvera dans le van des photos d'eux, l'une d'elles notamment, où on voit comme dans un concert d'ailleurs de rock ou de pop, l'un d'eux avec les tours en train de s'effondrer au fond, en train d'allumer un briquet. Ouais. Voilà. Vous pensez que le Mossad était au courant de l'attentat du World Trade Center? Je ne dis pas que le Mossad était au courant du World Trade Center. Si, il y a un moment, il faut se mouiller, parce que quand on dit tout ça, à la fin, il faut dire non, j'ai l'intime conviction que... Non, mon conviction avec les Israéliens, probablement. D'ailleurs, il y a un journal, je cite un journal juif respecté new-yorkais qui s'appelle Forward, et qui dit qu'en effet, donc, on savait que ces gens, donc, les quatre jeunes Israéliens arrêtés, étaient des agents travaillant pour le Mossad, bien sûr, c'est une chose qui est tout à fait reconnue. Mais vous savez, ce que je raconte aussi, c'est que Israël aussi, il a des activités d'espionnage aux États-Unis, extrêmement importantes. Non, je raconte dans le livre, et à plusieurs reprises, ils ont espionné la Maison Blanche. Le lendemain même, ils ont effectué des branchements, et chaque fois qu'un président américain, et notamment le dernier mandat de Clinton, décrochait son téléphone, il y avait effectivement donc un transfert de la communication sur Tel Aviv ou Jérusalem immédiatement. Alors, vous confirmez ce qui était donné jusqu'ici comme une grosse intox, c'est l'histoire des messages avertissant les employés. Vous parlez de la société Odigo. Oui, bien sûr. C'est vrai ça. Bien sûr, c'est vrai. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très simplement. Odigo est une société de serveurs installée en Israël avec donc un certain nombre en effet de succursales aux États-Unis. Et deux agents, deux responsables de Odigo ont reçu un message 2 heures avant en effet la chute des tours. Alors la teneur de message effectivement n'est pas très claire, mais c'était un message avertissant en effet de l'imminence des attentats. Et les responsables de la firme Odigo l'ont immédiatement transféré donc, aux responsables israéliens et l'ont transféré également aux responsables américains. Mais vous savez, il y a une chose très intéressante dans l'histoire du World Trade Center, de l'effondrement du World Trade Center, vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on a découvert beaucoup mieux, parce que vous disiez, il faut trouver des traces. On a trouvé des traces, c'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'au fond, l'effondrement des tours du World Trade Center était le crime parfait. J'ai évidemment non seulement entendu le nombre de victimes, mais en ce qui concerne les transactions financières. Car on avait constaté
extraordinaire de transactions qui s'opéraient juste avant l'attaque contre les tours et au moment même d'ailleurs où les tours étaient en train de brûler. C'est-à-dire que les ordinateurs fonctionnaient, les transactions financières étaient beaucoup plus élevées que la moyenne. À l'intérieur des ordinateurs, bien sûr, au moment même. Et immédiatement après la chute des tours, donc, un certain nombre de compagnies qui sont des sociétés de crédit, des sociétés financières, se sont réunies en pool pour essayer en effet donc d'exhumer un certain nombre de disques durs de ces ordinateurs. Et ils ont confié effectivement donc l'analyse de ces disques durs à une société allemande qui s'appelle la société Convar, et qui a un procédé de système. Et là, les amis, on va se tourner sur Thénière. Oui, le personnage de Frontières, Éric Thénière, qui va raconter sa vie comme un mauvais thriller. Terroriste en liberté, DGSI dépassé, lui en cible héroïque. En vrai, c'est juste un mytho payé par CNews pour faire peur aux Français. Le seul attentat, c'est celui qui commet chaque soir contre la vérité. Jean-Marc, alors vous le savez, effectivement, moi je suis du genre à foncer à chaque fois. Je suis allé dans plusieurs zones de guerre également, par exemple en Ukraine. Et c'est la première fois en fait depuis un mois que j'ai peur. En effet, j'ai pas honte de le dire. Alors c'est assez simple. Il y a un mois, il y a un homme, un islamiste de 29 ans qui menaçait de mort, qui a été arrêté par la police. C'est l'antiterrorisme qui l'a retrouvé. C'est un homme qui avait déjà été condamné en 2015 pour avoir fait une attaque au couteau dans un bus. Il s'en était pris, il avait poignardé un homme au hasard. Les gendarmes donc l'ont mis en garde à vue. Il était violent avec eux, donc ils ont été obligés de l'envoyer aux urgences. Il a passé une semaine en hôpital psychiatrique. Et pendant ce temps-là, en fait, les gendarmes, ils ont pu analyser son ordinateur. Ils ont vu qu'il y avait une véritable fixette sur moi. Ils cherchaient mon domicile, ils cherchaient où je travaille, etc. Ils ont appris à ce moment-là également que cet homme avait cherché à rentrer en contact avec le Hezbollah. Il avait pour projet de partir rejoindre ce groupe terroriste du Hezbollah. Et donc forcément, ils ont voulu le récupérer à la sortie de l'hôpital psychiatrique au bout d'une semaine pour le remettre en garde à vue. Et le procureur, à ce moment-là, a trouvé suffisamment dangereux et suffisamment important ce qui se passait pour demander la détention provisoire de cet homme qui sera jugé mi-octobre. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe très régulièrement dans ce pays, c'est que le juge des libertés a choisi de libérer cet homme et donc de ne pas faire de détention provisoire. Donc aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. Il est dans la nature. Évidemment, la DGSI, donc les services de sécurité intérieure, qui considèrent cet homme très dangereux, le suivent. Mais vous savez, ils n'ont pas énormément de moyens. Ils m'ont dit eux-mêmes, ils étaient très inquiets, la gendarmerie. Donc moi, l'ensemble des endroits où je travaille, où je vis, les gendarmeries aujourd'hui sont prévenus, évidemment. J'ai dû changer mon mode de vie. Cet homme, on lui a pris le passeport, mais en fait, de toute façon, venir à Paris, venir là où je vis, etc., ça peut arriver du jour au lendemain. Et effectivement, je suis extrêmement inquiet. Ma fiancée est très inquiète. Je ne voulais pas en parler, mais c'est vrai que ce qui est arrivé à Charlie Kirk a fait que Christine Kelly m'a donné l'opportunité d'en parler. Et ça rentre dans un contexte où, en effet, on se dit, on nous prend pas en compte. Et sur cette dernière vidéo, on va parler de Dominique de Villepin et du genou en cours à Gaza. Sachez que c'est l'Espagne qui sauve l'honneur de l'Europe et non la France. Voilà ce qu'estime Dominique de Villepin sur la reconnaissance de l'État palestinien. Monsieur de Villepin, Emmanuel Macron est profondément affaibli, on le sait, sur la scène intérieure, mais il a réussi à construire un élan de pays donc vers la reconnaissance d'un État palestinien. Ça va se jouer à l'ONU, on le sait, dans quelques jours. Est-ce que vous le saluez ou est-ce que vous attendez qu'il aille au bout, encore plus loin? Cela fait des années que je me bats pour que cette reconnaissance ait lieu. Bien sûr, je salue les efforts de la France et ce qui était évident et que certains voulaient nier, à partir de là, l'effet d'entraînement qui s'est produit. Mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a un drame humanitaire qui se joue tous les jours dans cette région, à Gaza. Bombardement de femmes et d'enfants. Femmes et enfants ou populations civiles affamées. Il y a là une situation qui est inacceptable. Et on ne peut pas aller plus loin sur l'humanitaire, le président de la République, si je vous suis. Absolument. Nous devons mettre en place une intervention humanitaire et nous devons prendre les mesures vis-à-vis d'Israël. On parle d'une flottille d'ONG. Que doit faire l'État français? Avec la mobilisation, y compris maintenant de journalistes et de nombreux journalistes français. Vous soutenez ces initiatives? Et je m'en félicite. Parce que certains disent que c'est de la communication. Beaucoup de députés, la France Insoumise, par exemple, participent à cette flottille pour Gaza. Mais je pense que face à ce qui se passe, au drame qui se passe à Gaza, nous avons tous un sentiment d'impuissance. Et nous souhaiterions que la diplomatie française, nous souhaiterions que la France soit plus active, soit capable de prendre des initiatives, qu'il s'agisse de la dénonciation avec les Européens de l'accord d'association, qu'il s'agisse de mesures supplémentaires d'embargo comme le fait l'Espagne. Aujourd'hui,
qui sauve l'honneur de l'Europe dans cette région? C'est l'Espagne, c'est pas la France. Et là, j'estime que la France n'est pas à sa place. L'Espagne qui a déjà reconnu l'État palestinien avec d'autres, avec l'Irlande, la Slovénie. Donc vous voyez bien qu'il y a des efforts à faire. La paix, la justice, ce sont les deux conditions pour une nouvelle stabilité dans cette région. Et il faut faire comprendre ce message à Benjamin Netanyahou et à l'ensemble des Israéliens. Il faut tout simplement savoir appeler un chat. Décréter un État palestinien, c'est assurer la paix dans le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton, tu aimes? Avec le troupeau des bêtes.